Vous pensez la connaître? Cette rouquine maladroite, ménagère éternellement en larmes, grimaçant devant la caméra, terrifiée par son mari. Mais si je vous disais que c'était la plus grande supercherie du XXe siècle? Derrière le masque du clown stupide se cachait une milliardaire impitoyable, enchaînant les cigarettes. Cette simplette a tenu tête au FBI, racheté un studio hollywoodien qu'il avait jadis mis à la porte, et froidement viré son mari infidèle pour sauver son entreprise. Et c'est elle qui a financé Star Trek de sa poche, quand tous les producteurs hommes la prenaient pour une folle. Aujourd'hui, on coupe le rire en boîte et on dévoile le drame corporatif brutal. Vous découvrirez comment Lucille Ball a feint l'idiotie pour mettre à genoux le Hollywood patriarcal. Imaginez Steve Jobs avec une perruque rousse, des faux cils, faisant l'idiot pour vendre ses iPhones. Ça semble absurde? C'est pourtant ce qu'a fait Lucille Ball. La plupart d'entre nous se souviennent d'elle comme Lucie Ricardo, ce personnage toujours dans des situations ridicules, pleurant avec son cri strident caractéristique. On l'a vu comme un clown. Mais la réalité derrière les coulisses de I Love Lucy vous choquera bien plus que ces pitreries à l'écran. Aujourd'hui, on dissèque l'anatomie de cette supercherie géniale. D'abord, vous verrez comment une femme, à une époque de patriarcat total où les femmes avaient besoin de l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte bancaire, est devenue la productrice la plus influente d'Hollywood. Ensuite, on dévoilera les dossiers secrets du FBI et comment une simple carte rouge du parti a failli détruire sa vie en 6 heures. Et enfin, on répondra à la question cruciale. Pourquoi, étant une redoutable femme d'affaires, a-t-elle supporté pendant des années les humiliations, les infidélités et la débauche de son mari Desi Arnaz? Et comment ce mariage toxique a paradoxalement créé le modèle télévisuel que nous connaissons aujourd'hui? Oubliez tout ce que vous avez lu dans les magazines glamour. L'histoire de Lucille Ball n'est pas un sitcom. C'est un drame d'affaires impitoyable, où chaque sourire cache un calcul froid et chaque million de dollars repose sur un cœur brisé. Elle ne jouait pas seulement la patronne, elle a bâti un empire sur les ruines de sa propre vie personnelle. Et tout a commencé quand on a tenté de la réduire en poussière. Acte 1. La menace rouge. Pourquoi cet épisode est-il crucial pour comprendre toute l'histoire? Parce qu'il révèle la fragilité du pouvoir de Lucille Ball et montre le monde dans lequel elle vivait vraiment. On pense souvent qu'une star de premier plan est intouchable. Mais au début des années 50 aux États-Unis, c'était tout le contraire. Imaginez l'ambiance en 53. En plein macartisme et chasse aux sorcières, la paranoïa flotte dans l'air. Quiconque est soupçonné de sympathie communiste est effacé du métier en un instant. Les scénaristes sont mis sur liste noire, les acteurs licenciés sans explication, des vies détruites en un jour par une dénonciation anonyme. Même le grand Charlie Chaplin a été poussé hors du pays. Et là, en plein milieu de tout ça, Lucille Ball est au sommet du monde. Son émission est regardée par 68% des foyers américains équipés de téléviseurs. Elle incarne le capitalisme, le rêve américain. Et soudain, un dimanche soir, le 4 septembre, le célèbre animateur radio Walter Winchell lâche une phrase qui glace le sang de toute l'industrie. La comédienne la plus populaire de la télévision témoigne actuellement pour son appartenance au Parti communiste. Aucun nom n'est mentionné, mais tout Hollywood sait. La plus populaire, c'est forcément Lucy. Que s'est-il vraiment passé? En 1936, presque 20 ans avant ces événements, Lucille s'est effectivement inscrite comme électrice du Parti communiste. Mais pas par conviction politique. Elle l'a fait pour son grand-père, Fred Hunt, un vieux socialiste excentrique, passionné par les droits des travailleurs. Pour lui faire plaisir, la jeune Lucie a coché une case sur un bulletin qui ne signifiait rien pour elle. Une erreur naïve et sentimentale de jeunesse. Mais le FBI se moque des raisons sentimentales. Pour eux, seul compte le document avec sa signature. Le vendredi matin, la une du Los Angeles Herald Express s'affiche en énormes lettres rouges. Lucille Ball est rouge. C'est une condamnation. Le sponsor de l'émission, la compagnie de tabac Philip Morris, panique. Les annonceurs appellent CBS, exigeant le retrait de l'émission. Les dirigeants de la chaîne, ces hommes puissants en costumes coûteux, sont terrifiés. Ils savent que la carrière de Lucille Ball pourrait bien se terminer ce soir, dès que le tournage du nouvel épisode commencera devant un public en direct. Si le public l'a eu, l'émission est finie. L'Empire s'effondrera avant même d'avoir vu le jour. Comment Lucille Ball a-t-elle survécu à cette journée? Elle était désespérée, elle tremblait. La femme qui contrôlait chaque aspect de son jeu sur scène se retrouvait soudain impuissante face à la machine de propagande étatique.
Mais c'est là qu'intervient le paradoxe de sa relation avec Daisy Arnaz. À ce moment critique, alors que Lucie était prête à abandonner, Daisy a pris les choses en main. Avant le début du tournage, alors que le public était déjà assis, la tension était palpable. Les gens dans l'audience avaient lu les journaux du matin. Ils ne riaient pas. Ils attendaient. Daisy Arnaz s'est avancé au micro. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas lu le discours préparé par les avocats. Il a utilisé son charme et son accent cubain pour renverser la situation. Il a dit: Mesdames et messieurs, je sais ce que vous avez lu dans les journaux, mais laissez-moi vous dire une chose. Les communistes m'ont chassé de Cuba. Je déteste les communistes de tout mon cœur. La salle s'est tue. Puis, il a prononcé une phrase qui est entrée dans l'histoire du management de crise. La seule chose rouge chez Lucie, ce sont ses cheveux. Et encore, ils sont teints. La salle a éclaté de rire. La tension a éclaté comme un ballon. Daisy a présenté sa femme. Et maintenant, je veux vous présenter ma femme adorée, ma rousse adorée. Oui, rousse, pas rouge. Lucille est montée sur scène, accueillie par des ovations. À cet instant, le directeur du FBI, Edgar Hoover, a officiellement déclaré que l'affaire était classée, faute de preuves d'activité réelle. Lucie était sauvée. Mais cet épisode lui a appris une leçon cruciale. Ton talent ne te protège pas si tu ne contrôles pas la situation. Ton destin ne doit pas dépendre des caprices des journaux ou des sponsors. Elle avait besoin de plus que de la popularité. Elle avait besoin de propriété. Elle a survécu à la tempête politique grâce à son mari. Mais l'ironie du sort, c'est que leur prochaine décision commune, purement commerciale et apparemment suicidaire, les transformerait de simples stars sous contrat en maîtres d'Hollywood. Et cette décision ne concernait pas la politique, mais une pellicule de film ennuyeuse et sans intérêt pour personne. Acte 2. La plus grande affaire de l'histoire de la télé. Pourquoi pouvez-vous allumer la télé à 3 heures du matin, n'importe où dans le monde, et tomber sur un épisode de Friends ou The Big Bang Theory? Pourquoi les acteurs reçoivent-ils encore des chèques faramineux 20 ans après la fin des tournages? La réponse réside dans une seule rencontre, en 1951. C'est là, dans un bureau enfumé, que Lucille Ball et Daisy Arnaz ont fait ce qui semblait être une folie, mais s'est révélé être le coup de génie commercial du XXe siècle. Plongeons dans le contexte. Au début des années 50, la télévision fonctionnait comme la radio. Tout était en direct. C'était ici et maintenant. Si vous manquiez un show à 20 heures, c'était perdu à jamais. Les technologies d'enregistrement étaient primitives. Pour diffuser un programme sur la côte ouest, avec le décalage horaire, les chaînes utilisaient une technique appelée kinéscope. C'était horrible. Une caméra filmait l'écran de télévision. L'image était floue, granuleuse, déformée. Quand la chaîne CBS a donné son feu vert pour I Love Lucy, les patrons ont posé une condition. Le show devait être tourné à New York et diffusé en direct, pour économiser de l'argent. Mais Lucille Ball et Daisy Arnaz ont dit un non ferme. Ils ne voulaient pas vivre dans le froid de New York. Ils venaient d'avoir un enfant, avaient une maison à Los Angeles et voulaient y travailler. En plus, ils étaient perfectionnistes. Lucille voulait être parfaite à l'écran, et le kinéscope flou transformait son visage en une tache indistincte. Ils ont proposé une idée révolutionnaire. Tourner le sitcom comme un vrai film. Utiliser 3 caméras professionnelles de 35 mm, une pellicule coûteuse, un éclairage professionnel et faire du montage. Cela permettait d'obtenir une qualité d'image hollywoodienne. La direction de CBS a ri au nez. C'était incroyablement cher. Le budget d'un épisode montait en flèche. Personne ne dépensera autant pour 20 minutes de divertissement diffusé une seule fois, ont déclaré les producteurs. Les négociations étaient dans l'impasse. Le show risquait d'être annulé avant même de commencer. Et c'est là que Daisy Arnaz, que beaucoup considéraient comme le mari de la star et un bon musicien, a fait un coup de maître. Il a proposé un accord qui a failli donner une crise cardiaque à ses agents. Daisy a dit: D'accord, nous couvrirons nous-mêmes la différence de coût. Nous paierons les caméras et la pellicule de notre poche. Pour cela, Lucille et Daisy ont accepté de réduire drastiquement leur salaire. Ils ont coupé leur cachet hebdomadaire de 1 000 $ chacun. En argent d'aujourd'hui, cela représentait des millions de dollars perdus par saison. Les patrons de CBS n'en croyaient pas leurs oreilles. Ces acteurs naïfs étaient prêts à travailler presque gratuitement pour leur caprice de qualité d'image. Mais Daisy avait une petite condition, presque invisible. Puisque nous payons la pellicule, a-t-il dit, alors elle nous appartient. Les dirigeants de la chaîne ont haussé les épaules. Pourquoi aurait-il besoin de kilomètres de pellicule après diffusion? La stocker coûtait cher et elle n'avait, selon eux, aucune valeur.
Après tout, la télé, c'est du direct. La blague d'hier n'intéresse personne. Ils ont signé le contrat, convaincus d'avoir dupé le Cubain naïf et l'actrice rousse. Ils leur ont cédé 100% des droits sur les copies physiques du show. Cette décision a coûté des milliards de dollars à CBS. Parce que grâce à la haute qualité de la pellicule de 35 mm, I Love Lucy avait l'air superbe un an après, 10 ans après, et même aujourd'hui. Quand Lucille est tombée enceinte de leur deuxième enfant et ne pouvait pas tourner, Daisy a proposé à la chaîne de simplement rediffuser les anciens épisodes. C'était un choc. Personne ne faisait ça. Mais ils ont essayé. Et les audiences des rediffusions étaient aussi élevées que celles des premières. Ainsi est née la notion de rediffusion et de syndication. Il s'est avéré que du contenu de qualité pouvait être vendu indéfiniment, à d'autres chaînes, dans d'autres pays, sur d'autres supports. Soudain, ces bobines inutiles qui prenaient la poussière dans le garage de Lucille sont devenues un trésor. Chaque épisode rapportait des bénéfices nets, encore et encore, sans nécessiter le travail des acteurs. Quelques années plus tard, quand Lucille et Daisy ont décidé d'élargir leur entreprise, ils ont vendu les droits de ces pellicules à CBS. Vous savez pour combien? Pour 5 millions de dollars. En 1957, c'était une somme astronomique. Cet argent a été le capital de départ pour transformer leur petite entreprise désilue en une gigantesque corporation. Ils ont sacrifié leur salaire d'aujourd'hui pour posséder le futur de demain. C'était une leçon que Lucille a retenue pour toujours. Le vrai patron n'est pas celui qui touche le plus gros salaire, mais celui qui possède les actifs. Mais pour arriver à ce triomphe, Lucille a dû traverser des années d'humiliation en tant qu'actrice de seconde zone, quand personne à Hollywood ne croyait qu'elle valait quoi que ce soit. Et maintenant, nous allons revenir en arrière pour comprendre de quelle douleur est née cette poigne d'acier. Acte 3. Reine des films de série B. Pour vraiment saisir l'ampleur de l'empire de Lucille Ball, il faut comprendre une vérité cruelle. Hollywood ne voulait pas d'elle. Si vous pensez que I Love Lucy raconte l'histoire d'une jeune fille talentueuse qui a conquis le monde en un clin d'œil, vous vous trompez lourdement. Au moment de la première de son émission phare, Lucille Ball était, selon les standards de l'industrie du divertissement, une has-been, une femme d'âge moyen dont la carrière déclinait. Pourquoi ce contexte change-t-il tout? Parce que son flair pour les affaires est né non pas d'une vie facile, mais du désespoir et de la peur de retomber dans la pauvreté. Lucille est arrivée à Hollywood dans les années 30 avec le rêve de devenir une grande actrice dramatique. Elle voulait être comme Greta Garbo ou Katharine Hepburn, une déesse raffinée, glamour, qui faisait tomber les hommes à ses pieds d'un simple regard. Mais la réalité l'a frappée de plein fouet presque immédiatement. Dès ses premières auditions à New York, les professeurs de théâtre ont dit à sa mère « Ramenez votre fille à la maison, elle gaspille notre temps et votre argent, elle n'a pas d'avenir. » Mais Lucie était têtue. Elle a atteint Los Angeles, signé un contrat avec le studio RKO, et là a commencé son calvaire personnel. Au lieu de rôles principaux dans des blockbusters, on lui donnait des rôles dans des films de série B. C'était des films bon marché, tournés en 2 semaines pour remplir les grilles des cinémas entre les vrais succès. On l'appelait la reine des films de série B. C'était pas un compliment, c'était une étiquette. Cela signifiait « tu es assez bonne pour travailler, mais pas assez pour briller ». Tandis que d'autres stars protégeaient leur visage et leur coiffure, Lucille devait faire le sale boulot. Elle devait tomber dans la boue, se battre avec des cascadeurs, se mouiller sous la pluie glacée et porter des costumes ridicules. Les patrons de studio l'utilisaient comme un consommable. Si une scène nécessitait que l'héroïne reçoive une tarte au visage ou soit jetée dans un étang, ils appelaient Lucie, car une vraie star était précieuse, mais Lucille supporterait. C'est dans cet enfer de tournage sans fin qu'elle a affiné son talent unique pour la comédie physique. Elle a appris à tomber de manière à ce que ce soit drôle, sans se casser les os. Elle a appris à contrôler chaque muscle de son visage pour exprimer des émotions sans mots. Ce qui semblait facile et amusant était en réalité le fruit de 20 ans de dur labeur physique dans des rôles secondaires. Mais le temps jouait contre elle. Au début des années 50, Lucille Ball avait 40 ans. Pour une actrice de l'époque, c'était une condamnation à mort. À 40 ans, les femmes à Hollywood passaient à des rôles de grand-mère ou disparaissaient. Le studio MGM a rompu son contrat, la jugeant trop vieille. Elle s'est retrouvée sans travail, avec la réputation d'une actrice qui avait presque réussi, mais n'était jamais devenue une star de premier plan. Son seul espoir était l'émission radio My Favorite Husband. Elle avait un succès modéré,
et la chaîne CBS a proposé de la transposer à la télévision. Mais il voulait remplacer son partenaire, Richard Denning, par quelqu'un de plus approprié. Et c'est là que Lucille a tout misé. Elle comprenait, c'était sa dernière chance. Si elle ne faisait pas quelque chose de radical maintenant, sa carrière était finie. Elle a posé un ultimatum. Je ne tournerai qu'avec mon mari réel, Desi Arnaz. Les producteurs étaient choqués. Lucie, disait-il, personne ne croira que tu es mariée à ce Cubain. Vous avez l'air étrange ensemble. Une ménagère américaine et un chef d'orchestre latino-américain, c'est irréaliste. L'ironie était qu'ils étaient déjà mariés depuis plus de 10 ans. Mais Lucille s'est obstinée non seulement par ambition créative, elle avait une raison plus profonde, personnelle, de vouloir Daisy à l'écran. Elle savait que son mariage battait de l'aile. Daisy était constamment en tournée avec son orchestre, et dans chaque ville, il y avait des femmes, de l'alcool et des fêtes. Lucille avait une peur panique de le perdre. Sa logique était simple et tragique. Si nous travaillons ensemble, il sera près de moi. Je pourrai le surveiller. Ainsi est né le plus grand spectacle de tous les temps. Non pas par désir de faire rire le monde, mais par une tentative désespérée d'une actrice vieillissante, selon les normes d'Hollywood, de sauver sa carrière et de garder son mari volage en laisse courte. Elle était prête à endurer la douleur sur le plateau, mais elle n'était pas prête pour la douleur que cette proximité avec Daisy allait lui apporter. Car derrière les portes closes de leur maison télévisuelle parfaite se jouait un drame qui faisait passer Othello pour un conte pour enfants. Acte 4. Chimie toxique. Amour à couteau tiré. Regardez n'importe quel épisode de I Love Lucy et vous verrez une image patriarcale parfaite. Le mari, chef de famille, tolérant avec condescendance les frasques de sa femme un peu simplette. À la fin de chaque épisode, ils s'embrassent et le spectateur comprend. Quoi qu'il arrive, ils s'aiment. Des millions d'Américaines soupiraient devant leur écran. Je veux un mariage comme ça. La réalité était à des années-lumière de cette image. Si les scénaristes avaient écrit la vérité sur la vie des Arnaz, les censeurs auraient brûlé le scénario sur le champ. Leur mariage n'était pas une comédie. C'était une guerre de 20 ans, où passion et haine se mêlaient en un cocktail mortel. Pourquoi est-ce important pour notre histoire de la Lady Boss? Parce que cette dynamique toxique a été le carburant de leur succès commercial. Lucille Ball ne vivait pas seulement avec un alcoolique, elle vivait avec un homme dont l'ego se détruisait à mesure que son succès grandissait. Et toute la structure de leur empire d'Issilou était construite comme un système complexe de contrepoids destiné à sauver l'ego fragile de Desi Arnaz. Desi était un producteur talentueux et un homme d'affaires brillant, c'est un fait indéniable. Mais il était aussi un aristocrate cubain à l'ancienne, élevé dans une culture machiste où l'homme doit être le principal pourvoyeur et le roi. En réalité, il était Monsieur Ball. Chaque fois que Lucie recevait un Emmy, chaque fois que son visage apparaissait en couverture d'un magazine, quelque chose mourait en Desi. Le monde entier adorait Lucie, et lui était perçu comme ce type qui joue de la batterie. Il ne pouvait pas le supporter. Et il a trouvé deux moyens de compenser son sentiment d'infériorité: l'alcool et les femmes. Ses infidélités étaient légendaires. Ce n'étaient pas des aventures secrètes. Il fréquentait ouvertement des prostituées, avait des liaisons et ne se donnait même pas la peine de cacher les traces de rouge à lèvres sur son col. Pour lui, c'était une façon de se prouver. Je suis toujours un homme, je suis toujours un mâle, je peux avoir n'importe qui, même si ma femme est la femme la plus célèbre du monde. L'alcool le transformait d'un gars charmant en monstre. Cris, vaisselle cassée et menaces étaient la norme dans leur manoir de Beverly Hills. Les voisins entendaient souvent leurs disputes si fortes qu'on aurait dit que les murs allaient s'effondrer. Mais le plus effrayant, c'était la réaction de Lucie. Au lieu de partir, elle a choisi une stratégie qui semble impensable pour une féministe moderne, mais qui était la seule possible pour préserver leur entreprise dans les années 50. Elle a commencé à se réduire artificiellement. En public et dans la presse, Lucille Ball soulignait toujours, absolument toujours, Dizzy est le patron. Elle lui a cédé le poste de président du studio Dizzy Lu. Elle lui a donné le dernier mot lors des négociations. Dans les interviews, elle disait « Je ne comprends rien aux affaires, je suis juste une actrice, c'est mon mari qui décide de tout. » C'était un mensonge. Lucie comprenait parfaitement les affaires. Mais elle savait, si elle montrait ne serait-ce qu'un instant qu'elle était plus intelligente ou plus forte que lui, il s'effondrerait complètement et leur empire s'écroulerait. Elle jouait le rôle de l'épouse soumise non seulement devant les caméras, mais aussi en salle de réunion, pour que Daisy puisse se sentir roi. Elle lui pardonnait tout.
Quand il arrivait ivre sur le plateau, elle le couvrait devant l'équipe. Quand il perdait des milliers de dollars au casino, elle signait des chèques en silence. Elle croyait que si le show était un succès, s'il gagnait assez d'argent, il finirait par se calmer et devenir le mari aimant dont elle rêvait. Mais la tragédie était que le remède s'est avéré être un poison. Plus le show I Love Lucy avait de succès, plus il devenait riche, et plus Daisy avait de possibilités de s'autodétruire. Le succès pour lequel Lucy travaillait 20 heures par jour tuait son mariage. Elle avait créé un monstre. En donnant à Daisy le pouvoir absolu sur le studio pour apaiser son ego, elle avait armé un homme qui perdait lentement le contrôle de la réalité. Et bientôt, elle allait devoir affronter les conséquences de cette décision, lorsque non seulement leur mariage, mais l'existence même du show serait menacée par un fait biologique qui, à l'époque, était considéré comme honteux. Acte 5. Une grossesse dont on ne parle pas. Aujourd'hui, ça semble insensé, mais en 52, la grossesse d'une femme à la télévision était considérée comme indécente, presque pornographique. Il y avait un strict code de conduite qui régulait la morale à l'écran. Selon ce code, le simple fait qu'un couple marié attende un enfant impliquait qu'ils avaient eu des relations sexuelles. Et le sexe, même entre mari et femme, était un tabou absolu. C'est pourquoi dans la chambre des Ricardo, il y avait toujours 2 lits séparés. Et voilà, au sommet de la popularité du show, Lucille Ball apprend qu'elle attend son 2e enfant, le futur Daisy Junior. Pour n'importe quelle autre femme, cela aurait été une bénédiction. Pour Lucie, c'était une catastrophe professionnelle. La direction de CBS et l'agence publicitaire représentant le sponsor Philip Morris paniquaient. Leur verdict était dur et sans appel. Une femme enceinte dans une comédie, c'est répugnant. Ça tuera les audiences. Personne ne veut voir une star qui prend du poids. Ils ont proposé 2 options. La première, arrêter le show pendant 6 mois, le temps que Lucie accouche et retrouve sa silhouette. Cela signifiait perdre des millions et risquer que le public les oublie. La deuxième option était encore plus humiliante. Tourner le show en cachant le ventre de Lucie derrière des meubles, de grands lampadaires, des piles de livres et des pots de fleurs, en faisant comme si de rien n'était. Lucille Ball était furieuse. Elle a dit « Je ressemble à ce que je ressemble, je suis enceinte, et soit on le montre, soit je rentre chez moi. » C'était un défi sans précédent. Mais comment contourner la censure qui interdisait même de prononcer le mot « enceinte » à l'antenne? Oui, vous avez bien entendu. Ce mot était officiellement interdit. Les scénaristes devaient utiliser des euphémismes comme en attente ou le mot français enceinte. Desi Arnaz a de nouveau fait preuve de son astuce commerciale. Il comprenait qu'il était inutile de discuter avec les censeurs de la chaîne, ce sont des bureaucrates. Il avait besoin d'une autorisation d'une instance supérieure au patron de la télévision. Supérieure à l'argent. Desi a engagé une commission spéciale composée d'un prêtre catholique, d'un rabbin juif et d'un pasteur protestant. Il leur a fait lire les scénarios des épisodes décrivant la grossesse de Lucie. Le calcul était génial. Si les représentants des 3 principales religions d'Amérique disaient qu'il n'y avait rien de pécheur dans la naissance d'un enfant, CBS n'oserait pas qualifier cela d'immoral. Les religieux n'ont pas seulement approuvé le scénario, ils l'ont béni. La chaîne était acculée. Ils ont dû accepter. Les scénaristes ont intégré la véritable grossesse de Lucie dans l'intrigue. Pendant 7 épisodes consécutifs, toute l'Amérique a suivi la croissance du ventre de leur héroïne préférée. Cela a créé une résonance émotionnelle sans précédent. Les spectateurs ont cessé de voir Lucie comme une simple clown. Elle est devenue pour eux une proche. Ils s'inquiétaient pour elle comme pour une sœur ou une fille. Le point culminant est arrivé le 19 janvier 53. Ce jour-là, l'épisode Lucie va à la maternité a été diffusé. Par une incroyable coïncidence, ou un plan génial, c'est précisément ce matin-là que Lucille Ball a subi une césarienne. Un garçon en bonne santé est né. Les chiffres qui ont suivi cet événement prouvent que la réalité a dépassé toutes les attentes des sceptiques. Cet épisode a été regardé par 44 millions de personnes. Pour vous donner une idée de l'ampleur, c'était plus que le nombre de personnes ayant regardé l'investiture du président Dwight Eisenhower, diffusée le lendemain. Les journaux ont titré « Lucie a éclipsé Ike ». Le service des eaux de New York a enregistré une chute brutale de la pression dans les tuyaux juste après la fin de l'épisode. Des millions de personnes sont allées aux toilettes en même temps, ayant retenu leur envie pendant 20 minutes de peur de manquer un mot. Lucille Ball n'a pas seulement défendu son droit d'être enceinte à l'écran, elle a changé le code culturel de la nation. Elle a montré que la maternité n'est pas un secret honteux, mais une partie de la vie.
Mais derrière ce triomphe se cachait une sombre ironie. Alors que tout le pays s'attendrissait sur leur bonheur télévisé et la naissance de bébé Ricky, le mariage réel de Lucy et Daisy se désintégrait rapidement. Le succès du show les avait rendus riches, et maintenant, ils cherchaient où investir leurs millions. Leur regard s'est posé sur le studio qui, autrefois, avait mis Lucy à la porte. Il était temps pour une vengeance, servie froide, sous la forme d'une fusion-acquisition. Acte 6. Naissance d'un empire sur les ruines d'un mariage. En 57, Lucille Ball et Daisy Arnaz se retrouvent face à un problème dont rêvent la plupart des gens. Trop d'argent, pas assez de place. I Love Lucy est devenue une machine à cash. Mais les ambitions de Daisy vont bien au-delà d'un simple sitcom. Il veut produire pour toute l'industrie. Ils ont besoin de plateaux, de décors, d'un vrai studio. Et voilà que le destin leur offre un scénario qui semblerait improbable, même au cinéma. La légendaire RKO est à vendre. Le studio où ont été tournés Citizen Kane et King Kong. Mais pour Lucy, c'est autre chose. C'est là qu'elle a passé ses plus belles années de jeunesse, dans des films de série B. C'est là qu'on lui a dit un jour « T'es trop vieille, pas assez talentueuse, dégage ». Daisy Arnaz décide de l'acheter. Les négociations sont rudes. Les propriétaires de RKO demandent une fortune. Daisy, avec son audace de joueur, propose 6 150 000 $. Tout leur argent, plus un énorme crédit. Les avocats hurlent. Ne faites pas ça, vous serez ruinés si le show s'arrête. Mais ils signent. Et c'est la vengeance la plus douce de l'histoire d'Hollywood. Imaginez la scène. Lucille Ball entre dans le studio RKO. Le gardien, un vieux de la vieille qui se souvient d'elle comme la starlette de la figuration, la salue. Elle gare sa voiture et monte dans le bâtiment administratif principal. Elle entre dans le grand bureau d'angle. Celui-là même où siégeait l'homme qui l'a viré des années plus tôt. Maintenant, c'est son bureau. Elle s'assoit derrière ce massif bureau en chêne, allume une cigarette et regarde par la fenêtre ses domaines. Elle n'est plus employée. Elle est la patronne. Le studio RKO n'existe plus. Une nouvelle enseigne est accrochée aux portes. Desilu Studios. Cet achat les transforme en véritables magnats. Ils ont désormais 33 plateaux de tournage, plus que Metro-Goldwyn-Mayer ou 20th Century Fox. Ils deviennent la plus grande société de production indépendante au monde. Mais si c'est un triomphe pour les affaires, c'est le début de la fin pour leur vie personnelle. Le studio Desilu porte le nom de leur amour, Daisy plus Lucy. Mais ironiquement, ils l'enterrent aussi. Gérer un tel empire demande des efforts surhumains. Daisy Arnaz, musicien et artiste dans l'âme, devient un administrateur. Ses journées ne sont plus faites de répétitions et de débats créatifs, mais de réunions interminables avec les syndicats, de contrôles fiscaux, de validation de budgets de construction et de batailles juridiques. Le poids des responsabilités est colossal. Des milliers de personnes travaillent sous ses ordres. Une erreur pourrait leur coûter toute leur fortune. Daisy n'est pas fait pour le travail de bureau de 9 à 18 heures. La pression commence à le briser. S'il buvait avant pour s'amuser, maintenant il boit pour noyer le stress. Son alcoolisme atteint un stade avancé. Il peut disparaître plusieurs jours, manquant des réunions cruciales. Il devient agressif. Lucille, de son côté, se retrouve dans une cage dorée. Elle est vice-présidente de la société, détient la majorité des actions, mais continue de jouer la femme au foyer idiote à l'écran et l'épouse soumise à la maison. Ce décalage la déchire. Elle voit son mari se détruire, ainsi que leur entreprise, mais ne peut intervenir ouvertement sans l'humilier publiquement. Le studio prospère. Ils produisent des dizaines de shows pour d'autres chaînes. Ils gagnent des millions. Mais chaque nouveau million enfonce un clou de plus dans le cercueil de leur mariage. Un jour, lors d'une énième dispute alcoolisée, Daisy hurle « J'ai créé tout ça pour nous !» Mais Lucille connaît la terrible vérité. Nous n'existe plus. Il y a la corporation Desilu et deux personnes profondément malheureuses, enchaînées l'une à l'autre par des contrats et des obligations envers les actionnaires. En apparence, tout semble parfait. Les magazines publient des photos de la famille heureuse dans leur nouveau domaine. Mais derrière les murs de ce domaine, le scénario de l'épisode final de leur vie commune est déjà en train de s'écrire. Et le dénouement n'arrive pas dans une salle de tribunal, mais sur un plateau de tournage, juste après le mot « Coupé ». Lucille Ball, la femme qui a bâti un empire par amour pour son mari, doit prendre la décision d'affaires la plus difficile de sa vie, licencier son partenaire pour se sauver elle-même. Acte 7. Le divorce comme stratégie commerciale.
Le 2 mars 1960, un silence de mort règne sur le plateau de la Désilue. Une ambiance de funérailles. Pourtant, les décors racontent une autre histoire. Le salon joyeux et coloré du couple le plus drôle d'Amérique. Les caméras sont prêtes pour enregistrer le dernier épisode du Lucy Daisy Comedy Hour. Personne dans le public, ni les millions de fans devant leurs écrans, ne se doutent qu'ils assistent non seulement à la fin d'une saison, mais à la fin d'une époque. Le titre de l'épisode est d'une simplicité ridicule. Lucy rencontre le moustachu. Mais en coulisses, c'est une véritable tragédie qui se joue. À ce moment-là, le mariage de Lucille Ball et Desi Arnaz est mort. Anéanti par des années de débauche, de scandales publics et de tensions insupportables. Hors caméra, ils ne se parlent presque plus. Leur communication passe par avocat et assistant. Lucille est au bord de la crise de nerfs. Elle ne supporte plus les gros titres sur les frasques de son mari. Mais le pire, c'est que le chaos de leur vie personnelle menace leur plus grande création, le studio. Desi perd pied. Son instinct de génie des affaires s'est éteint dans l'oubli. Il fait des erreurs, devient peu fiable. Et Lucille, en vraie femme d'affaires, comprend que la sentimentalité doit disparaître. Pour sauver la compagnie, elle doit amputer la partie gangrénée, même si cette partie est son mari bien-aimé. La scène du dernier baiser de cet épisode est entrée dans l'histoire de la télévision comme le moment le plus déchirant de mensonges. Selon le scénario, leurs personnages se réconcilient après une dispute. Daisy enlace Lucy et l'embrasse. Le réalisateur crie « Action !» Daisy s'approche, la regarde dans les yeux et l'embrasse. Un baiser long et tendre. À cet instant, comme l'ont rappelé ceux présents sur le plateau, les masques tombent. Ce n'est plus un jeu. C'est Lucille et Daisy qui se disent adieu. Tous deux savent qu'une fois les caméras éteintes, leurs vies se sépareront à jamais. Les larmes de Lucille sont réelles, mais le public les prend pour du jeu d'acteur. Dès que le coupé retentit, la magie disparaît. Ils se séparent en silence vers l'horloge. Le lendemain matin, le 3 mars, Lucille Ball demande le divorce. Mais ce divorce n'est pas qu'une simple séparation de biens ou une bataille pour la garde des enfants. C'est une restructuration d'entreprise des plus complexes. Désilue est un empire avec un vaste personnel, des contrats, des obligations. On ne peut pas simplement partir. La question se pose, qui dirigera la compagnie? Desi Arnaz est un homme épuisé, il est à bout. Il sait qu'il ne peut plus porter ce fardeau. Et, à son honneur, il reconnaît que Lucille fera mieux. Il lui propose de racheter sa part. Le montant de la transaction s'élève à environ 3 millions de dollars. En 62, c'est une somme colossale. Lucille paie sans ciller. Elle achète sa liberté et l'avenir de sa compagnie. À cet instant, une transformation se produit, à laquelle personne à Hollywood ne croit. La rousse clownesque, toujours en quête d'ennui, devient officiellement présidente de Desilu Productions. Elle devient la première femme de l'histoire à diriger seule un grand studio hollywoodien. Beaucoup d'hommes de l'industrie se frottent les mains, attendant son échec imminent. Ils murmurent dans les coulisses. Elle est actrice, pas manager. Sans Desi, elle coulera le studio en 6 mois. Une femme ne peut pas gérer un tel business. Elle n'a pas les tripes pour ça. Le scepticisme est total. Les actionnaires sont nerveux. Le conseil d'administration, composé uniquement d'hommes en costume gris, la regarde avec méfiance. Mais Lucille Ball n'a pas l'intention de rester assise dans un bureau à signer des chèques. Elle compte bien leur prouver à tous combien ils se trompent. Et sa première décision en tant que présidente est d'approuver un projet que tous les autres studios ont qualifié de délire sans avenir. Elle regarde le scénario sur des gens en pyjama, voyageant dans l'espace à bord d'un vaisseau ressemblant à un fer à repasser, et dit « Tournez !» Par cette décision, elle change à jamais la culture pop, même si elle n'a pas compris un mot du scénario. Acte 8. Star Trek. Imaginez un monde sans Spock. Un monde sans le capitaine Kirk, sans moteur à distorsion, sans Klingon et sans la phrase « longue vie et prospérité ». Difficile, non? Star Trek n'est pas juste une série, c'est une religion, une industrie de plusieurs milliards qui a façonné l'imaginaire de générations d'ingénieurs, de scientifiques et de rêveurs. Mais en 65, ce phénomène culturel n'était qu'une pile de papier sur la table du conseil d'administration du studio Desilu, avec un gros tampon « refusé ». Si la décision avait été prise par les hommes intelligents, en costume cher, Star Trek serait mort ce jour-là. Le conseil d'administration, composé de financiers chevronnés, détestait ce projet. Il voyait dans le scénario de Gene Roddenberry seulement des dépenses folles. Des femmes vertes? Des oreilles d'elfe?
Un vaisseau ressemblant à une soucoupe volante avec de la soupe? Lucie, c'est du délire. C'est trop cher, trop bizarre. Ça ne rapportera jamais, lui répétait-il. Et c'est là que le véritable génie de Lucille Ball en tant que dirigeante s'est manifesté. Un génie qui échappe à toute explication logique. Le fait est que Lucille ne comprenait rien à la science-fiction. Absolument rien. Il existe une histoire légendaire sur la première fois qu'elle a entendu le nom du projet, Star Trek. Pour elle, star signifiait des stars de cinéma et Trek, un voyage. Elle pensait sincèrement que Gene Roddenberry lui proposait une émission sur un groupe d'acteurs hollywoodiens allant divertir les troupes au front, comme le faisaient les organisations USO. Quand on lui a expliqué que les étoiles étaient de vraies étoiles dans l'espace et que des gens en pyjama y voyageaient, elle était perplexe. Mais elle a fait ce qui distingue un grand producteur d'un simple comptable. Elle a regardé dans les yeux passionnés du créateur de l'émission, Gene Roddenberry, et a décidé de faire confiance à sa passion plutôt qu'à ses connaissances. Elle a dit: «Je ne comprends pas, mais si vous y croyez, faites-le.» Elle a alloué des fonds pour tourner l'épisode pilote intitulé The Cage. Et devinez quoi? Ce fut un échec. La chaîne NBC a regardé le pilote et l'a rejeté. Le verdict était sévère. Trop intellectuel, trop lent, pas assez d'action. Habituellement, dans le monde de la télévision, cela signifie la fin. Le projet est fermé, les décors démontés, les pertes comptabilisées. Mais Lucille Ball était têtue. Elle croyait que le studio Desilu avait besoin de son propre succès pour ne pas dépendre des commandes extérieures. Elle a utilisé toute son influence pour convaincre la chaîne de donner une seconde chance au projet. C'était inédit. Les chaînes ne commandaient jamais un deuxième pilote si le premier échouait. Mais pour Lucie, ils ont fait une exception. Cependant, un nouveau problème est apparu: l'argent. Le conseil d'administration de Desilu s'est cabré. Nous avons déjà perdu des centaines de milliers de dollars sur le premier pilote. Nous ne donnerons pas un centime pour le second. Lucille Ball, la seule femme dans la pièce, a frappé du poing sur la table. Elle a déclaré qu'elle financerait personnellement le tournage du deuxième pilote si le conseil refusait. Elle a mis en jeu l'avenir du studio. Elle risquait son propre capital pour un spectacle que tout le monde autour d'elle considérait comme de la camelote. Le deuxième pilote, intitulé Where No Man Has Gone Before, a été tourné. Il présentait le capitaine Kirk, William Shatner, avec plus de dynamisme et de combat. La chaîne NBC a acheté l'émission. Star Trek a été diffusée et n'a pas été un succès. Les audiences étaient modestes. Mais Lucille a continué à soutenir sa production, même lorsqu'elle était déficitaire. Elle comprenait la valeur stratégique. Avoir une telle émission dans le catalogue du studio augmentait le prestige de Desilu. L'ironie du sort est que ce sont précisément les dépenses folles sur Star Trek et un autre de ses projets risqués, Mission Impossible, qui ont failli ruiner le studio à court terme. Mais à long terme, ces deux marques sont devenues les actifs les plus précieux de l'histoire de la télévision. Lucille Ball, actrice comique que tout le monde prenait pour une rousse idiote, a offert au monde la science-fiction non pas parce qu'elle était une visionnaire du futurisme, mais parce qu'elle avait des tripes d'acier pour aller à l'encontre de la vie de tous les hommes qui l'entouraient. Mais diriger un studio, ce n'est pas seulement distribuer de l'argent pour des projets audacieux. C'est aussi savoir être un bourreau impitoyable. Et dans le prochain acte, nous verrons comment Lucille Ball a géré le côté le plus sombre du pouvoir, la nécessité de licencier des gens, de les regarder dans les yeux et de briser leur destin pour maintenir la discipline. Acte 9. Décision impitoyable. Si Star Trek était son pari intuitif sur un rêve, la série Mission Impossible a été le test de sa capacité à être une administratrice impitoyable. C'est durant cette période, au milieu des années 60, que l'image de Lucille Ball en tant que dame de fer s'est définitivement formée, contrastant fortement avec son personnage à l'écran. Voyons honnêtement ce qu'elle a hérité après le départ de Desi Arnaz. Desi gérait le studio Desilu comme un grand club cubain bruyant. Il était le bon copain. Sous son règne, l'atmosphère était à la fête perpétuelle. L'alcool coulait à flot pendant les pauses déjeuner, on jouait aux cartes pour de l'argent sur les plateaux, et la discipline était un concept vague. Les employés adoraient Desi, parce qu'il pardonnait la paresse et les erreurs. Quand Lucille Ball a pris le fauteuil de présidente, elle a compris, la fête était finie. Si elle ne mettait pas de l'ordre, le studio ferait faillite en 6 mois. Elle a commencé à serrer la vis avec une telle force que les amis d'hier ont commencé à la traiter de tyran. Sa première action a été d'instaurer la prohibition. Elle a interdit tout alcool sur le territoire du studio.
Pour le Hollywood des années 60, où les réunions d'affaires sans whisky étaient mal vues, c'était un choc. Les machinistes, éclairagistes et scénaristes, habitués à boire un verre pour s'inspirer, l'ont détesté. Mais Lucie était inflexible. Elle avait vu ce que l'alcool avait fait à son mariage et ne comptait pas le laisser détruire son entreprise. Ensuite, elle s'est attaquée au budget. La série Mission Impossible était incroyablement complexe à produire. Gadgets d'espionnage, cascades élaborées, masques, lieux exotiques, tout cela coûtait une fortune. Lucille a approuvé le projet parce qu'elle y voyait un potentiel de succès, mais elle a imposé un contrôle financier draconien. Son style de gestion était radicalement différent de celui de Daisy. Daisy criait, gesticulait, cassait de la vaisselle, puis 5 minutes plus tard, il étreignait son interlocuteur. Lucille agissait autrement. Elle utilisait le silence. Les anciens employés se souvenaient de sa méthode glaciale de mener les réunions. Elle s'asseyait en tête de table, en tailleur strict, avec des cheveux impeccablement coiffés, fumant des cigarettes Chesterfield. Quand un producteur commençait à se justifier pour des délais non respectés ou des dépassements de budget, elle ne l'interrompait pas. Elle le regardait simplement. Ses yeux bleus, qui à l'écran semblaient si gentils et naïfs, devenaient froids comme la glace. Elle pouvait rester silencieuse 1 minute, 2, en soufflant de la fumée vers le plafond. Ce regard faisait transpirer et bégayer des hommes adultes, sûrs d'eux. Elle n'avait pas peur de licencier. Il existe un mythe selon lequel Lucie était la maman de tout le monde. La réalité était plus dure. Elle renvoyait des gens qu'elle connaissait depuis des décennies s'ils ne faisaient pas le travail. Elle a même licencié sa propre famille, des proches qui figuraient sur la liste de paie mais ne servaient à rien. C'est du business, rien de personnel. Une phrase qu'elle avait trop bien intégrée. Le cas de Herbert Solow est particulièrement révélateur. Elle l'a engagé comme vice-président exécutif pour l'aider à gérer le studio. Elle lui a donné carte blanche pour nettoyer le personnel, engageant en fait un bourreau pour ne pas se salir les mains elle-même. Mais c'est elle qui donnait les ordres. Elle comprenait que diriger signifiait être seule. On a arrêté de l'inviter aux fêtes, on chuchotait dans son dos, on l'appelait la vieille sorcière. Mais cette dureté a porté ses fruits. Grâce à ces mesures draconiennes, Mission Impossible est sortie à l'antenne et est devenue un phénomène mondial. Le studio Desilu a commencé à produire succès après succès. En 67, l'entreprise, qui était au bord de la faillite sous Desi, était redevenue une machine à profit. Lucille a prouvé à tous qu'une femme pouvait diriger une usine à rêve mieux que les hommes. Elle a sauvé les emplois de 2000 personnes. Elle a porté les actions de la société à leur apogée. Mais en elle, un vide grandissait. Elle était une actrice qui voulait faire rire les gens, et elle était devenue une surveillante qui comptait chaque centime. Chaque matin, elle se réveillait en pensant aux grèves des syndicats, aux impôts et aux audiences. Elle avait atteint le sommet du pouvoir, mais à ce sommet, il faisait froid, et c'était insupportablement ennuyeux. Elle a compris qu'elle avait gagné la guerre, mais perdu elle-même, et alors elle a pris une décision qui a choqué Wall Street encore plus que sa nomination. Elle a décidé de vendre tout ce qu'elle avait construit pour tenter de retrouver cette simple joie que le business lui avait volée. Acte D. La vente de l'Empire. En 67, Lucille Ball accomplit l'impossible. Elle reprend une entreprise embourbée dans les dettes et le chaos sous la gestion de son ex-mari, et la transforme en la pépite la plus convoitée d'Hollywood. Le studio Desilu fonctionne comme une horloge suisse. Les plateaux sont occupés, les séries Star Trek et Mission Impossible prennent de l'ampleur, l'argent coule à flot. On pourrait croire qu'elle vit un rêve. Elle est la reine. Elle a surpassé tous les hommes qui doutaient d'elle. Mais en réalité, Lucille Ball est profondément malheureuse. Le succès en affaires est devenu sa prison. Chaque jour, elle doit enfiler le masque de la dirigeante impitoyable, lire des rapports financiers interminables, gérer les plaintes des actionnaires et mener des guerres sans fin avec les syndicats. Elle déteste ça. Au fond d'elle, elle reste une artiste. Elle a besoin des projecteurs, des rires du public et de la liberté créative. La routine administrative lui pompe sa vitalité. Elle sent qu'elle vieillit plus vite qu'elle ne le devrait. « Je veux juste être actrice », confie-t-elle à ses amis proches. « Je ne veux pas posséder une usine. » C'est à ce moment qu'un prédateur apparaît à l'horizon. Un énorme conglomérat industriel, Gulf and Western, qui rachète tout, des fabricants de pièces automobiles aux studios de cinéma. Leur chef, Charles Bluedorn, a des vues sur Desilu. Il voit dans le studio non pas un héritage d'amour, mais un ensemble de biens immobiliers et une bibliothèque de droits à monétiser. L'offre arrive de manière inattendue. Bluedorn propose d'acheter toutes les actions de Lucille Ball.
Le montant de la transaction est stupéfiant. 17 millions de dollars. Pour vous donner une idée de l'ampleur, à la fin des années 60, avec 17 millions de dollars, on pouvait acheter une petite île ou construire plusieurs gratte-ciel. C'est une somme qui garantit une vie sans souci non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Lucille ne marchande pas. Elle ne cherche pas à obtenir plus. Pour elle, ces 17 millions ne sont pas le prix du succès, mais le coût de sa liberté. Elle veut se débarrasser de cette montagne de responsabilités. La transaction a lieu. En un jour, Lucille Ball cesse d'être à la tête du studio. Desilu est absorbée et renommée. La célèbre enseigne qui combine les noms de Daisy et Lucy est retirée des portes. Le studio devient la division télévisuelle de Paramount Pictures. Au moment de signer les papiers, Lucille pense qu'elle gagne sa liberté. Elle pense qu'elle peut désormais simplement jouer dans des comédies et profiter de la vie. Mais la réalité la frappe de nouveau en plein ventre. Avec la vente du studio, elle perd le contrôle. Tant qu'elle était la patronne, personne ne pouvait lui dire quoi faire. Elle décidait elle-même quel scénario approuver, qui embaucher et quand diffuser. Maintenant, elle est redevenue une simple actrice salariée. Riche, légendaire, mais dépendante. Le vide l'envahit presque instantanément. Le studio Desilu est son troisième enfant. C'est le seul lien qui la rattache aux meilleures années de son mariage avec Desi Arnaz. En vendant le studio, elle a définitivement effacé les traces de cet amour de la réalité. 17 millions de dollars reposent sur son compte bancaire, mais ils ne peuvent combler le silence de sa maison. De plus, l'industrie commence à changer. Dans les années 70 et 80, la télévision devient plus dure, plus cynique et plus rapide. Lucille, sans sa forteresse, tente de revenir à ce qu'elle fait de mieux, la comédie. Mais elle découvre que le monde qu'elle a autrefois construit a évolué, et dans ce nouveau monde, il n'y a pratiquement plus de place pour la vieille bonne Lucie. Acte 11. Le crépuscule d'une étoile. Il y a un vieux dicton dans le showbiz. Pars quand le public en redemande. Lucille Ball a enfreint cette règle, et le prix qu'elle a payé pour cette erreur a été plus terrible que la perte d'argent. Elle l'a payé de son cœur. Nous sommes en 86, le monde a changé. À la télévision, Cosby Show et Les Craquantes dominent. L'humour est devenu verbal, sarcastique, réaliste. L'époque du slapstick en noir et blanc, où l'on tombe des escaliers et se jette des tartes, appartient à un passé lointain. Lucille Ball a 75 ans. Elle est une légende vivante, une icône, un monument à elle seule. Elle n'a rien à prouver à personne, mais elle s'ennuie. L'adrénaline lui manque, les rires vivants du public, le sentiment d'être nécessaire. C'est alors que Aaron Spelling, le célèbre producteur, créateur de Dynasty et Beverly Hills, vient la voir. Il lui propose de revenir à l'écran avec un nouveau show intitulé La vie avec Lucy. Il lui promet un cachet énorme et surtout un contrôle créatif total. La chaîne ABC lui réserve le meilleur créneau horaire, convaincu que le retour de la reine de la comédie fera exploser les audiences. Cela devait être un tour d'honneur triomphal. Ce fut une exécution publique. Le problème, c'est que Lucille a tenté de se baigner dans la même rivière 30 ans plus tard. Elle voulait refaire ce qu'elle faisait à 40 ans, alors qu'elle en avait 75. Les scénarios étaient écrits selon les vieux modèles des années 50, mais ce qui semblait charmant et drôle, joué par une jeune femme énergique, paraissait effrayant et pathétique, interprété par une vieille dame arthritique. Dans l'épisode pilote, les scénaristes l'ont forcée à réaliser des cascades physiques. Elle grimpait sur des escabeaux, tombait, restait coincée dans les meubles. La réaction des critiques n'était pas seulement mauvaise, elle était cruelle, à la limite du sadisme. Le Washington Post a écrit « Regardez ça, c'est comme voir votre grand-mère préférée essayer de danser le breakdance et se casser le col du fémur. » D'autres critiques qualifiaient le show de télévision zombie et disaient que Lucy ressemblait à une momie en perruque. Les spectateurs, qui avaient allumé leur télé par nostalgie, l'éteignaient au bout de 10 minutes, profondément mal à l'aise. Ils aimaient Lucy et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas la voir s'humilier. Les audiences ont chuté instantanément. Le show, qui devait être le succès de la saison, s'est retrouvé en bas du classement de popularité. 2 mois plus tard, la direction de la chaîne a décidé de fermer le projet. Sur les 22 épisodes prévus, seuls 8 ont été diffusés. Ce fut l'échec le plus retentissant de l'histoire de la télévision de cette décennie. Pour Lucille Ball, ce fut un coup dont elle ne se remit jamais. Quand on l'a appelée pour lui annoncer la fermeture du show, elle a éclaté en sanglots. Pas à cause de la perte du contrat, elle l'a pris comme une trahison personnelle du public. « Il ne m'aime plus », a-t-elle dit à sa fille.
Ils n'ont plus besoin de moi. Elle ne comprenait pas que les spectateurs n'avaient pas rejeté elle, mais le format dépassé. La plus grande erreur du génie de la comédie a été de ne pas voir que le temps avait changé. Elle, qui avait été une révolutionnaire et une innovatrice, a terminé sa carrière comme un archaïsme, inadapté à la nouvelle réalité. Les 3 dernières années de sa vie, elle les a passées dans l'ombre de cet échec, à revoir de vieux épisodes de I Love Lucy et à jouer au backgammon. Elle est morte en 1989, mais l'histoire est juste. Une fois que l'écume de l'échec de La vie avec Lucy s'est dissipée, le monde a de nouveau reconnu qui elle était vraiment. Pas une vieille femme d'un sitcom raté, mais un titan sur les épaules duquel repose toute l'industrie. Et maintenant, dans l'acte final de mon récit, nous devons rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre l'ampleur réelle de son héritage. Nous verrons que sa véritable contribution n'est pas le rire. Sa contribution, c'est le système sur lequel fonctionne Hollywood aujourd'hui. Acte 12. L'héritage. Ce soir, quand vous allumerez Netflix ou une chaîne câblée, vous ne penserez probablement pas à Lucille Ball. Mais la vérité, c'est que vous regardez la télévision à travers les lunettes qu'elle a créées. Son héritage, ce n'est pas juste des images en noir et blanc où elle mange des chocolats de façon comique. Son héritage, c'est l'ADN même de la télévision moderne. Il repose sur 3 piliers fondamentaux, sans lesquels l'industrie du divertissement n'existerait pas aujourd'hui. Premièrement, la technologie. Avant Lucille Ball et Desi Arnaz, les sitcoms ressemblaient à du mauvais théâtre filmé avec une caméra bon marché. C'est Lucy qui a insisté pour utiliser 3 caméras simultanément. Cette technique de multicam est aujourd'hui la norme d'or. Friends, The Big Bang Theory, Mon oncle Charlie, tous ces shows sont tournés comme Lucy l'a imaginé en 51. Elle a transformé la télévision de petit frère de la radio en véritable art cinématographique. Deuxièmement, l'économie. Elle, avec Dizzy, a prouvé que le contenu est un actif éternel. Avant eux, une émission télé était un produit jetable, comme un journal. Après eux, la série est devenue un bien immobilier, louable à l'infini. Le concept de rediffusion a créé un modèle économique permettant aux studios de gagner des milliards et de financer de nouveaux projets. Sans leur persévérance et leur vision sur les droits des bandes, Hollywood serait aujourd'hui un endroit bien plus pauvre. Troisièmement, la percée du plafond de verre. Lucille Ball est devenue la première femme à diriger un grand studio, non pas parce que c'était à la mode, c'était une folie à l'époque, ni par quota. Elle a pris le pouvoir par la force de son talent et de son argent. Elle a ouvert la voie à des femmes comme Oprah Winfrey, Reese Witherspoon et Margot Robbie, qui aujourd'hui ne se contentent pas de jouer dans des films, mais possèdent des sociétés de production. Lucy a montré qu'une femme peut être non seulement une muse, mais aussi une architecte. Et bien sûr, Star Trek. N'oublions pas, chaque fois que vous voyez un nouveau blockbuster spatial, souvenez-vous qu'il existe uniquement parce qu'une rousse, qui ne comprenait rien à la science-fiction, a décidé de soutenir un type étrange avec une idée du futur. Elle a sauvé un rêve auquel les hommes ne croyaient pas. Lucille Ball est morte à 77 ans. Le jour de sa mort, le monde a perdu une grande clown. Mais l'histoire se souviendra d'elle autrement. Elle était un cheval de Troie. Elle a caché un capitaliste génial, dur et impitoyable, sous l'apparence d'une ménagère idiote. Elle a fait rire le monde pour mieux le conquérir. Et c'était probablement son meilleur rôle. Ainsi, l'histoire de Lucille Ball a encore prouvé. La réalité est toujours plus dure que la belle image à l'écran. Nous avons vu comment une femme a caché une poigne de fer de capitaliste sous le masque d'une idiote rousse. Elle a sacrifié l'amour pour construire une industrie qui fonctionne selon ses règles même aujourd'hui. Lucy a prouvé qu'une femme peut devenir la boss en chef. Elle a acheté un studio et a fait travailler les hommes pour elle. Mais pour que cela soit possible, quelqu'un d'autre devait accomplir un acte suicidaire et briser les chaînes d'esclavage avec lesquelles les studios tenaient les acteurs pendant des décennies. Et c'est là que réside la plus grande tromperie de l'histoire du cinéma. Nous avons l'habitude de penser que les durs à cuire de l'âge d'or sont Humphrey Bogart ou James Cagney. Nous les voyons avec des pistolets et des cigarettes et pensons « voilà des gangsters, voilà des rebelles ». Mais c'est un mensonge. Dans la vraie vie, ces mâles alpha de l'écran tremblaient de peur devant leur patron Jack Warner et obéissaient à tous ses ordres sans broncher. Le véritable gangster. Celui qui a eu le courage de déclarer la guerre à tout le système des studios et de le briser seul, était celle que tout le monde considérait comme l'actrice la plus faible, la plus douce et la plus inoffensive du monde. Cette même sainte Melanie Wilkes, d'autant en emporte le vent.
Comment la frêle Olivia de Havilland a-t-elle détruit l'esclavage à Hollywood en faisant ce que les hommes les plus brutaux n'ont pas osé faire? Cliquez sur la vidéo qui est apparue sur votre écran. Cette histoire vous fera reconsidérer tout ce que vous saviez sur le courage. Rendez-vous là-bas.